Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Grippe A, entre pandémie et polémique. Les cas de H1N1 sont en nette augmentation, particulièrement dans la région parisienne. Dans le même temps, des questions se posent sur les conditions d'acquisition par le gouvernement des 94 millions de vaccins contre le virus. Explication dans un instant. Des fautes ont-elles été commises par des gradés au moment de l'embuscade qui a coûté la vie à 10 soldats français en août 2008 en Afghanistan? C'est ce que veulent savoir les familles. 2 d'entre elles devraient porter plainte lundi pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Le cannabis vient gonfler les chiffres des délits routiers à Paris. 40% d'augmentation sur les 9 premiers mois de l'année. Ce n'est pas la consommation de produits stupéfiants qui est en hausse, mais les contrôles. Des nouvelles chaussures ou de la lingerie sans bouger de chez soi. Lancée il y a 10 ans, la vente à domicile a le vent en poupe. 4 Français sur 10 font déjà leurs courses dans leur salon. Des aveux qui écornent l'image d'une légende du sport. Dans une autobiographie à paraître le 9 novembre, André Agassi confesse avoir pris de la drogue pendant sa carrière et avoir menti à la fédération pour rester dans le circuit. Avec 450 cas pour 100 000 habitants, l'Île-de-France connaît un pic de cas de grippe A et de consultations. Par crainte de contamination, c'est la ruée vers les services d'urgence des hôpitaux. On s'attend même à un nombre record de consultations au retour des vacances scolaires. Anne Guéry, Bruno Vignet. Hôpital de Bray à Paris. Rien que ce matin, 150 patients ont poussé la porte des urgences pédiatriques. Des enfants avec un train de fièvre ou un nez qui coule et des parents sur les dents avec en tête une obsession, la grippe A. Il a la fièvre, puis ça diminue pas, c'est 38, 40. Aux infirmières de faire un premier tri histoire de désengorger les urgences. Alors pour ce petit, grippe A ou non? Je pense pas parce qu'elle m'a dit qu'il ne toussait pas. Donc s'il ne tousse pas, c'est pas la grippe. Donc, ce qui vous a Ici, depuis une semaine, les jours se suivent et se ressemblent. Une affluence record, 80% d'activité en plus pour les médecins. Des médecins qui en appellent à plus de raisons concernant cette grippe. La majorité des formes sont des formes bénignes qui vont guérir toutes seules avec simplement un peu de Doliprane, en restant bien au chaud, sans aller contaminer les autres et en tout cas sans venir aux urgences. En Île-de-France, les consultations pour la grippe A ont augmenté de 55%, 167 000 personnes en une semaine. Les hospitalisations ont fait un bond de 77%. Ce qui entretient la psychose, c'est que l'épidémie est bel et bien là. Quoi qu'il en soit, la fièvre à elle seule ne justifie pas d'aller aux urgences. Les médecins hospitaliers demandent aujourd'hui aux familles de consulter en priorité les médecins de ville. Voilà, et regardez cette carte pour avoir une idée bien précise de la pandémie. C'est en Alsace qu'il y a le plus de cas confirmés de grippe A, 528, 379 dans le Nord, Pas-de-Calais, et vous le voyez, plus de 200 en Poitou-Charentes, en Champagne-Ardenne et en Midi-Pyrénées. Et en marge de la pandémie, la polémique, les laboratoires pharmaceutiques ont-ils usé de leur influence auprès du ministère de la Santé pour l'inciter à acheter des vaccins en surnombre? Car certains labos financent les experts du ministère et se pose donc la question de leur influence. Nathalie Sapena, Alexis Fischer. Le lancement très médiatique de la vaccination contre la grippe A dans les hôpitaux, c'était il y a quelques jours. Mais derrière les sourires de la ministre de la Santé, beaucoup de questions sans réponse. Par exemple, les contrats avec l'industrie pharmaceutique portant sur 94 millions de doses. Jusqu'à présent, il était impossible de les consulter, comme le révèle Le Point. À chaque fois que nous avons demandé plus d'informations sur le contenu des contrats passés par le ministre avec les laboratoires, nous n'avons pas obtenu de réponse. Cette opacité alimente la suspicion. Aujourd'hui, le Parisien met en cause le professeur Lina. Expert mondialement reconnu, il milite pour la vaccination contre la grippe A. Il préside aussi le comité scientifique du GEIG, une association financée par l'industrie pharmaceutique pour promouvoir la vaccination contre la grippe saisonnière. Il se défend d'être acheté par les labos. Par le biais du GEIG, je ne touche pas le moindre sou. La seule chose, c'est le défraiement de mes transports. On me paye mon billet de train demi-tarif pour aller à Paris quand on a une réunion sur Paris. Si vous prenez les interventions que j'ai pu faire depuis le début de cette épidémie, je n'ai pas eu un discours catastrophiste, je n'ai pas eu non plus un discours excessivement rassurant, j'ai essayé d'avoir un discours juste.
Les liens entre médecins et industrie pharmaceutique se retrouvent dans tous les secteurs et sont presque toujours occultés. Nous aimerions, c'est que la loi aujourd'hui sur les déclarations d'intérêt, de liens d'intérêt, soit tout simplement respectée. Cette polémique survient au moment où les Français se montrent très réticents à l'idée de se faire vacciner contre la grippe A. Parce qu'elles veulent connaître la vérité, les familles de 2 soldats français morts l'an dernier dans l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan vont porter plainte auprès du tribunal des armées. Les proches des victimes estiment ne pas avoir reçu de réponse à leurs questions et pensent que des fautes ont été commises. Philippe Rochaud, José Boulestex. Damien, Julien, Anthony, Alexis. Obsèque nationale pour les 10 soldats français tombés dans une embuscade des talibans en août 2008. Mais qui est responsable de leur mort ? Y a-t-il eu des lacunes dans la chaîne de commandement? Plusieurs familles, comme celle de Joël Lepin, dont le fils n'avait pas 20 ans, déposeront plainte lundi devant le tribunal des armées. Le but, c'est d'avoir la vérité parce qu'on est peut-être en droit de savoir. Vous savez, il nous a fallu 10 mois pour savoir comment notre fils était mort. Je trouve que c'est quand même un petit peu léger. Avant de décider de faire une patrouille, on essaye à minima de la garantir. Or, aujourd'hui, les garanties minimales n'ont même pas été respectées. Les familles avancent une série d'éléments troublants. La zone n'avait pas été pacifiée. L'armement des hommes était insuffisant. Un interprète afghan s'est enfui. L'autre a été surpris en train de téléphoner en cachette. À qui? Pourquoi? Le chef de la mission était resté à Kaboul pour accueillir des personnalités. C'est pas une plainte contre l'armée, hein. C'est une plainte contre 1, 2, 3 militaires de la hiérarchie responsables. Il n'y a pas de raison qu'ils ne rendent pas de compte. Que des familles portent plainte contre des officiers français, c'est une première. Mais il n'est pas certain que la démarche aboutisse. Nous n'avons pas jugé cette démarche. Il appartiendra maintenant à la justice de savoir si cette démarche et cette plainte est recevable. Plusieurs familles ont préféré tourner la page. Les autres veulent créer un collectif afin, disent-elles, de connaître un jour la vérité. Plus 40% de délits routiers à Paris en seulement 9 mois. Cette augmentation serait due à la consommation de cannabis. Non pas que les automobilistes en consomment davantage, ce sont les policiers qui sont plus vigilants. Jeanne Benzina, Claire-Marie Denis. Rouler un pétard et rouler en voiture, une association dangereuse, mais qui se banalise. À Paris, les infractions de conduite sous l'emprise de stupéfiants explosent. De 79 l'an dernier, elles sont passées à 312 depuis le début de l'année, soit 294% d'augmentation. Explication, les consommateurs de cannabis ne sont pas plus nombreux, mais ils se font plus contrôler et les stupéfiants sont mieux dépistés grâce aux kits salivaires. Employés lors des contrôles, vous allez frotter, en particulier l'intérieur des joues. Ils sont fiables à 80% et utilisables sans la présence d'un médecin. Les policiers y ont recours lorsqu'ils ont un doute sur l'état du conducteur, un résultat positif dans 40% des cas. Des tests onéreux mais indispensables selon les associations de victimes d'accidents de la route. Elles dénoncent l'inconscience des conducteurs. Ils disent, moi quand j'ai bu, je reconnais que je ne suis pas capable de conduire. Alors que quand ils fument, ils dénient complètement les effets en disant qu'ils conduisent moins vite, ils prennent moins de risques, etc. Mais c'est un déni total. Chaque année sur la route, 230 personnes meurent sous l'emprise de stupéfiants, la plupart à moins de 25 ans. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont commencé leurs travaux cet après-midi. Réunis en sommet à Bruxelles, ils ont 2 grands sujets à régler. Débloquer le traité de Lisbonne et financer la lutte contre le réchauffement climatique. François Baudonnet, bonsoir. Vous êtes sur place. Alors ce dernier point est essentiel à quelques semaines de la grande conférence sur le climat à Copenhague. Oui, effectivement, ce qui est en train de se jouer ce soir à Bruxelles, c'est ni plus ni moins le succès ou l'échec de la conférence de Copenhague. Pourquoi? Parce que si les Européens se présentent désunis en décembre à la conférence des Nations Unies, la probabilité pour qu'il y ait un accord au niveau mondial sur le climat, cette probabilité sera quasi nulle. Or, ce soir, notre continent est coupé en deux selon une ligne de fracture Est-Ouest, chaque partie voulant que ce soit l'autre qui mette la main au portefeuille pour sauver le climat. Alors on en est là. Les discussions
discussions sont, nous dit-on, assez houleuses. Et ensuite, les 27 chefs d'État vont passer à table. Et au cours du dîner, ce sera peut-être un petit peu plus décontracté. Ils auront des discussions officieuses autour de la nomination du futur président du Conseil européen, celui ou celle qui sera le visage de l'Europe. Mais là encore, problème, ni la candidature de Tony Blair, ni celle de Jean-Claude Juncker ne font l'unanimité. Il faudra donc peut-être un sommet extraordinaire pour décider. François Baudonnet en direct de Bruxelles, merci pour ces précisions. Elle était attendue, l'Assemblée nationale donne son feu vert à une nouvelle hausse du tabac, plus 6% dès le 9 novembre prochain. Pour autant, il n'y aura pas d'augmentation des taxes. Du coup, les anti-tabac dénoncent une mesure inutile pour la santé publique. Julien Dupéret, Arnaud Wust. Le prix des cigarettes à la hausse, cela n'était pas arrivé depuis 2 ans. Une période que les buralistes auraient bien prolongée. Dans quelques temps, ça avait un 10 € un paquet. C'est très luxe pour les cigarettes, oui. Le temps que les gens acceptent les nouveaux prix, le temps qu'ils s'habituent, je vais ramer. 6%, cela veut dire en moyenne 30 centimes en plus sur le prix du paquet de cigarettes. Avec cette hausse qu'ils souhaitaient, les fabricants de tabac font coup double. Ils vont élargir leurs marges sans que l'État augmente ses taxes. Pour les anti-tabac, le gouvernement fait passer l'intérêt des cigarettiers avant la santé publique. Seule une augmentation de 10% du prix de vente du tabac permet une diminution de l'usage du tabac. De fait, avec 6% d'augmentation, rares sont les fumeurs à prévoir d'arrêter la cigarette. Ça fait râler, mais je continue à fumer. C'est pas ça qui va m'inciter à arrêter. Initialement annoncée pour la fin de l'année, cette hausse du prix du tabac devrait être effective dès le 9 novembre. La vente à domicile en progression constante depuis 10 ans. 4 Français sur 10 ont déjà acheté depuis leur canapé. Lingerie, décoration d'intérieur ou téléphonie, 20 millions d'achats par an. Sarah Bernuchon, Pascal Caron. Bonsoir Virginie. Ça va Sarah? Une soirée entre copines. Bienvenue. Ouais. Tout le monde est là. Mais sur la table du salon, des articles de lingerie. Vous allez voir, les produits sont de super bonne qualité. Ils sont Une hôtesse est là pour les présenter. Place ensuite aux essayages, car ici on peut acheter sans bouger de chez soi et en toute convivialité. On se fait vraiment plaisir, on n'est pas à se speeder dans une cabine d'essayage où c'est la queue, où le rideau ferme mal. Et ça marche, le chiffre d'affaires de cette société a même bondi de 50% depuis le début de l'année. Ça fait 6 ans et demi que je fais ce travail et 2009 aura été ma meilleure année. On est bien loin des réunions dédiées aux fameuses boîtes en plastique de nos grands-mères. Et 30 ans plus tard, la vente directe a toujours la cote, avec un chiffre d'affaires en hausse de 10% en 2008 et 20 000 créations d'emplois. Au milieu, désormais, on y trouve de tout. Sur les côtés. Donc en fait, c'est un kit armoire, un kit commode et une tête de lit, mais... Exemple dans le nord de la France, des amis de la famille, pour une démonstration d'objets de décoration. Moi, je pencherais pour les coussins et le plaid. Pour des cadeaux, je trouve ça original. Nathalie Rudent a fermé boutique il y a 1 an pour parier sur la vente à domicile. On amène un produit, on amène un conseil. Par exemple, pour tous nos produits pour Noël, on se dit, attends, fais pas les magasins, c'est pas la peine. Nous, on a toute une liste de produits. On va voir ensemble à qui tu veux faire des cadeaux et je vais t'aider dans ce choix de cadeaux. La vente directe, un marché qui attire, mais tient-il toujours ses promesses ? Nous voici à une soirée pour recruter de nouveaux vendeurs de téléphonie. 4 partenaires. Plus vous allez acquérir de clients, plus évidemment ce chiffre d'affaires est important, plus la rémunération augmente. Mais avant même de commencer, il faut payer 470 € sans aucune garantie de réussite. La téléphonie numérique, la réussite n'est en aucun cas assurée aux représentants indépendants, mais est le résultat de leurs efforts individuels. Selon les calculs de la direction de la concurrence, dans cette société, seul 1% des vendeurs pouvaient espérer un revenu complémentaire confortable. Au Pakistan, on compte les morts au lendemain de l'un des attentats les plus meurtriers qu'ait connu le pays. L'explosion d'une voiture piégée sur un marché de Peshawar a fait 105 morts. Et c'est une Hillary Clinton voilée qui poursuit sa visite dans le pays. La secrétaire d'État américaine s'est étonnée auprès de la presse à Lahore que personne au plus haut niveau de l'État ne soit capable, a-t-elle dit, de localiser les dirigeants d'Al-Qaïda.
Et en Somalie, la guerre civile fait rage depuis 20 ans. La capitale Mogadiscio est le terrain de la lutte entre l'armée du gouvernement et les islamistes d'Al-Qaïda. Et au milieu, une population civile dévastée et affamée. Mohamed Gandhi a passé la majeure partie de sa vie dans l'est de la France. Il a fini par tout quitter, sa famille aussi, pour tenter de ramener la paix dans son pays d'origine. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux Renaud Bernard et Tristan Lebras. À Mogadiscio, c'était les Champs-Élysées. Aujourd'hui, c'est la ligne de front. L'Assemblée nationale est un bâtiment fantôme. Ici, le mot État ne veut plus rien dire. Après 20 ans de guerre civile, c'est tout ce qu'il reste. D'un côté, un semblant de gouvernement soutenu par l'ONU, de l'autre, des islamistes fidèles à Al-Qaïda. Voici Mohamed Abdi Gandhi. Il est ministre dans le gouvernement et pour ce franco-somalien, la violence est quotidienne. Et puis après, on va aller à l'aéroport. Maintenant, on arrive. Mais ils tirent de loin. Oh, ils tirent de loin et on riposte de loin. Et au milieu, il y a la population. Oui, au milieu, il y a la population et ça tombe partout. Prisonniers des combats, la population, 2 millions d'habitants qui vivent sans eau ni électricité. Et en 20 ans, 1 million de morts déjà. Arrivé à Villa Somalia, le siège du gouvernement, ici non plus, on n'est pas à l'abri des balles. Mohamed Gandhi s'y est installé il y a 9 mois seulement. Après 35 ans passés à Besançon, il a quitté sa chaire à l'université, sa femme et ses 3 enfants, pour essayer de ramener la paix dans son pays natal. Pour aider la peuple somalien, là où j'ai vécu, là où je suis né, pour que la paix revienne. Mais le regret que j'ai, c'est que mes familles ne sont pas du tout à côté de moi. Et moi, je ne peux pas les amener avec ce que vous avez vu. Et la tâche est immense. Ici, plus d'école depuis longtemps. On se bat dès qu'on a l'âge de porter une arme. Cette famille est réfugiée dans son propre pays. Chassée par la violence des radicaux, elle a trouvé refuge dans la cour d'une maison, dans la zone protégée par les troupes du gouvernement. Là-bas, c'est invivable. Il y a des tirs, des explosions, des meurtres. Ils nous mènent une vie impossible. Ils égorgent ceux qui ne respectent pas leurs règles. J'ai assisté à des exécutions. Pour ces islamistes, Gandhi, musulman modéré, est l'homme à abattre et leurs snipers ont fait de sa maison une cible. Comme on voit, on est un peu exposé là, donc tout ça là c'est des balles. Tous ces endroits là qui ont été réparés là, c'est les balles là, qui ont cassé là. Ici, il a bercé l'armoire. Et ici aussi. Il considère que la terre de la Somalie, ce n'est pas une terre somalie, mais c'est une terre de l'islam. Donc c'est un émirat où tous les musulmans peuvent venir se battre. Difficile de venir à bout des islamistes. Celui-ci a 22 ans. Blessé dans les combats, il a été amputé dans un hôpital de l'Union africaine. Malgré tout, il revendique encore sa lutte contre le gouvernement. Ce gouvernement est peuplé d'infidèles. Leurs alliés de l'Union africaine sont venus illégalement ici. Allah nous commande de les combattre. Mais le gouvernement ne baisse pas les bras et il trouve des alliés dans la population. Même chez les femmes, une maigre solde de 60 € par mois, des enfants pour certaines et la menace des islamistes ne les ont pas empêchés de s'engager. Je n'ai pas peur d'être ici. Et si je meurs, ce sera pour mon drapeau, pour mon pays. Une parade comme toutes les armées du monde, dans un pays en ruine, comme pour conjurer le sort. Et montrer qu'en Somalie, tout espoir de revenir à la paix civile n'est pas encore perdu. Bonsoir Renaud Bernard. Alors on vient de voir dans votre reportage que la Somalie est dans un état de chaos total et au milieu de ce chaos, toute la population tente de survivre. Bonsoir Marie. 10 millions d'habitants qui vivent dans un pays grand comme la France, à l'extrême est du continent africain. C'est la corne de l'Afrique. Ces habitants sont pour l'essentiel musulmans et ils vivent dans un pays désertique. La Somalie, c'est 20 ans d'anarchie. D'abord un pays coupé en deux avec au nord 2 provinces sécessionnistes, le Somaliland et le Puntland, dirigés par des clans familiaux. Et au sud, un gouvernement très faible, assiégé par des islamistes. Il suffit de regarder la capitale, Mogadiscio. Le gouvernement ne contrôle que 3 points. L'aéroport, le siège de la présidence, Villa Somalia et le port. Pour le reste, la ville est tenue par les fidèles d'Al-Qaïda.
Alors l'Union africaine soutient ce gouvernement parce que les enjeux sont importants et ils sont importants même au-delà des frontières du pays. Premier enjeu, la piraterie. 30% du pétrole mondial transite au large de la Somalie. Il y a des cargos à raisonner quasiment tous les jours. Un bateau français a été détourné cette année. Aujourd'hui, 174 marins sont détenus en Somalie. C'est pour cette raison que les marines du monde entier patrouillent au large de ce pays. Deuxième enjeu, le terrorisme islamiste. Après l'Irak, après l'Afghanistan, tous les djihadistes du monde entier rejoignent la Somalie. C'est devenu leur sanctuaire. Il y a des combats tous les jours. Hier matin encore, comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a eu des combats à Mogadiscio. Merci Renaud Bernard pour ces explications. Bien mal acquis ne profite jamais, vous connaissez l'adage. Encore que la Cour d'appel de Paris s'oppose à l'ouverture d'une enquête judiciaire en France sur les biens de plusieurs chefs d'États africains soupçonnés d'avoir été financés par des détournements d'argent public. Ils sont notamment visés par une plainte d'une association anticorruption. Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso et Teodoro Obiang. Plainte qui a été jugée irrecevable. La Cour estime que les plaignants ne sont pas lésés dans cette affaire. Les grands-parents pourront peut-être désormais faire établir leur filiation avec un enfant né sous X. L'État n'a pas fait appel d'une décision dans ce sens à Angers, c'était le 8 octobre dernier. Un couple a donc obtenu le droit de réaliser une analyse de sang comparée avec sa petite fille. Laetitia Legendre, Claire-Marie Denis. C'est une victoire de plus pour ces grands-parents qui se battent afin d'obtenir la garde de leur petite fille, née sous X en juin dernier. Il y a 3 semaines, ils avaient déjà obtenu en justice le droit de faire établir leur filiation avec l'enfant. L'État vient de décider de ne pas faire appel, un soulagement pour eux. Peut-être qu'il y aura une jurisprudence. Pour l'instant, tout reste à construire. Tout va dans le bon sens pour l'enfant, pour nous, et puis pour tous ces enfants nés sous X qui peuvent bénéficier aussi peut-être d'une éducation via leurs grands-parents plutôt que de rester dans des structures de famille d'accueil. On n'a jamais pensé à adopter notre petite fille, juste à ce qu'effectivement elle sache qu'on était ses grands-parents et faire reconnaître quelle était notre petite fille. Une analyse de sang va donc être menée. Elle permettra de reconnaître la filiation entre les grands-parents et la petite fille, aujourd'hui pupille de l'État. En France, la loi protège strictement le secret de l'accouchement sous X, une situation quasi unique en Europe. Pour certains, cette décision ouvre une brèche. Il faut s'attendre à un grand bouleversement dans l'accouchement sous X. Pas à cause de cette décision-là, mais à cause de celle-ci, à laquelle vont venir s'ajouter d'autres décisions du même type. Et d'ici 5 ans, je suis sûre qu'on va être obligé de revoir les choses. De son côté, Nadine Morano réfléchit à un assouplissement des règles. Nous sommes dans le cadre d'une réflexion en parallèle qui est de travailler à un accouchement protégé. C'est-à-dire que l'anonymat de la maman est garanti, mais qu'à la majorité, l'enfant pourrait prendre connaissance de l'identité de la mère. Ces décisions, Anne Alvorsen les attendait depuis des années. Née sous X, elle se bat pour avoir accès à ses origines. Il y a certainement un espoir d'avoir des enfants qui, adultes, auront accès à leur identité, à leur histoire familiale. Et pour les mères, je pense aussi à ce que leurs droits soient entièrement respectés. Chaque fois qu'elle croise une femme de plus de 65 ans, elle pense à cette mère qui lui a donné la vie. Aujourd'hui, ses recherches semblent bloquées. Son seul espoir, que sa mère de l'ombre lève un jour le secret. Je me dis qu'elle a certainement autant souffert du secret que moi. Et d'après les mères que je connais, que j'ai pu rencontrer au travers des associations, je m'aperçois qu'elles se sentent infiniment mieux une fois qu'elles savent ce qu'on est devenu. En France, le nombre des accouchements sous X est en constante diminution. En 2004, ils étaient 560. Une question qui préoccupe néanmoins le législateur. Entre l'intérêt de l'enfant et les liens du sang, le débat semble relancé. Il est 20h22 à suivre dans votre journal. Berlin, 20 ans après, retour sur l'histoire de ces hommes et ces femmes qui tentèrent de passer à l'ouest au péril de leur vie. Transformer le biogaz du fumier en électricité, est-ce l'avenir des agriculteurs? Toujours est-il que c'est à la fois écolo et rentable. Et puis André Agassi qui reconnaît avoir pris de la drogue pendant sa carrière, confession à paraître le 9 novembre dans une autobiographie très attendue.
Mais d'abord, Berlin, 20 ans, suite de notre série, avant les cérémonies de commémoration de la chute du mur. C'est le 13 août 61 que la séparation de Berlin en 2 territoires distincts devient totale. Tous les points de passage, y compris la porte de Brandebourg, sont fermés. Pendant des années, des dizaines d'Allemands de l'Est vont tenter de passer à l'Ouest au péril de leur vie. C'est leur histoire que nous racontent nos envoyés spéciaux à Berlin, Samassoula et Didier Dahan. Des croix comme autant de cicatrices dans le cœur de Berlin. Traces de ces vies perdues en tentant de franchir ce mur devenu tombe. Les fuites tragiques vers l'ouest, il y en a eu des centaines en 28 ans. Peter Fechter, abattu le 17 août 1962, avait 18 ans. Aujourd'hui, l'endroit où l'adolescent est tombé est un lieu de mémoire. Son neveu a grandi avec son histoire tragique. Son ami a sauté et a réussi à passer. Mon oncle Peter a pu s'accrocher au mur à 2 mètres, mais il est retombé à l'est, touché par les balles des policiers est-allemands, et il s'est vidé de son sang ici. Peter Fechter n'est pas mort sur le coup. Il a agonisé près d'1 heure sous le regard de témoins à l'est et à l'ouest. Malgré ses cris, personne n'a osé bouger de part et d'autre du mur. Pour seule aide, l'Ouest lui a lancé des bandages. Les soldats de l'Est avaient ordre de ne pas bouger. Ils ont juste lancé des fumigènes pour cacher la scène. Quand le commandement est-allemand donne enfin l'ordre de le secourir, il est trop tard. C'est le corps d'un jeune homme de 18 ans qui est évacué. Peter Fechter est mort dans ce que l'on a appelé la bande des morts, cette zone de quelques mètres surveillée 24 heures sur 24 par 12 000 soldats. La toute première fois que les Vauban ont tiré, c'était sur Günther Litfin, 24 ans. Il voulait rejoindre sa fiancée à l'ouest, traverser ce canal à la nage. Son frère Jürgen ignorait tout de son projet, ne rien dire pour protéger les siens. Günther est touché à la nuque. Repêché sur cette photo, il est la première victime par balle du mur. Pour voir le corps de mon frère, j'ai dû me cacher dans la crypte de la chapelle le jour de ses funérailles et casser son cercueil pour le voir une dernière fois. On n'avait pas le droit de dire aux voisins comment mon frère était mort. Selon la Stasi, il fallait dire qu'il était mort par accident. 48 ans après, Jürgen Litfin se bat pour la mémoire de son frère et il a tout fait pour que cette ancienne tour de guet ne soit pas détruite. Sur 180, il n'en reste que 2 à Berlin. À la une, ce 8 mars 1989, Winfried Freudenberg. Dans la nuit, l'homme s'est écrasé en ballon à l'ouest. Il avait dû décoller en catastrophe. Quelqu'un avait dénoncé son projet. Son frère aîné se souvient que Winfried, 33 ans, scientifique, rêvait d'une carrière à l'ouest. C'est à la télévision que sa famille a appris sa fuite. Quand nous avons vu la carte d'identité et la photo de Winfried, ça a été un choc terrible. Winfried Freudenberg est le dernier mort du mur, 8 mois seulement avant sa chute. À chaque anniversaire de l'effondrement du mur, je me dis mais pourquoi mon frère n'a-t-il pas attendu? Mais à l'époque, on ne pouvait pas imaginer une seconde que tout pourrait si vite changer. Sur sa tombe, sa famille n'a pas voulu effacer l'épitaphe dictée par la Stasi, mort dans un tragique accident. Pendant 28 ans, des milliers d'Allemands de l'Est ont tenté de franchir ce mur au péril de leur vie. 136 noms ont été identifiés pour la seule ville de Berlin. Et aujourd'hui encore, les recherches se poursuivent pour donner une identité à toutes les personnes mortes en voulant passer à l'ouest. Transformer le gaz qui se dégage naturellement du fumier en électricité, un nouveau pari pour les éleveurs français. Le processus s'appelle la méthanisation. L'électricité ainsi produite est revendue à EDF, à la fois écologique et rentable. Reportage en Vendée, David Bazier, Bernard Bonnard. Ça porte son bonhomme, quoi. Hein, cet éleveur a transformé son tas de fumier en gisement de gaz. Ces bâches étanches retiennent le méthane ou biogaz qui s'échappe naturellement des excréments du bétail. Excréments mélangés à la paille, que nous reprenons et que nous mettons après dans nos digesteurs. Vous êtes devenu producteur d'électricité. Voilà, avec de la bouse de vache. Car le biogaz alimente ensuite un générateur qui produit de la chaleur et de l'électricité revendue au réseau EDF. Une véritable production, 200 000 kWh par an avec seulement 50 vaches,
c'est la consommation de 66 familles. C'est un bon complément de revenu aujourd'hui. Si on n'avait pas eu la méthanisation depuis 1 an, je crois qu'on aurait arrêté le métier. On n'a pas de pétrole, mais on a du lisier. Dans le Périgord, la Chambre d'agriculture équipe une ferme modèle pour convaincre les éleveurs de franchir le pas. Le gaz est récupéré en haut de ce cloche noir et via le tuyau de gaz, il viendra remplir et se stocker dans la fosse de stockage qui est là. Donc la bâche se gonflera quand elle sera installée. Seulement 12 agriculteurs français équipés contre des milliers en Allemagne. Le revenu est alléchant, 2000 € net par mois en moyenne, idéal pour les petites et moyennes exploitations. Faisons à une taille gérable par les agriculteurs eux-mêmes, et comme ça il y aura à peu près la garantie que le revenu de cette activité, parce que c'est une activité rentable, que le revenu il restera entre les mains des agriculteurs. Pays d'élevage, la France a un énorme potentiel, au moins 20 000 gisements comme celui-ci, une quantité d'énergie non négligeable et un complément de revenus pour l'agriculture française. Et puis écolo toujours, résultat de la question du 20h que nous vous avons posée lundi. Approuvez-vous le principe de la taxe carbone? Vous êtes 57,6% à répondre oui. Vous avez été 22 471 à voter sur france2.fr. Le match OM-PSG se jouera finalement le 20 novembre. Annulé, vous le savez, au dernier moment, dimanche dernier, pour cause de grippe A au sein de l'effectif parisien. La soirée avait alors tourné à l'affrontement entre supporters aux abords du Vélodrome. La rencontre compte pour la 10e journée de Ligue 1. Un mythe est-il en train de s'effondrer? Dans une autobiographie à paraître le 9 novembre, André Agassi reconnaît avoir pris de la drogue durant sa carrière. La star du tennis avoue aussi avoir menti à la fédération pour éviter la suspension. Julien Benedetto. Drogue, mensonge, André Agassi brise le mythe. L'ex-icône de la petite balle jaune publie le revers de sa légende. Une autobiographie dans laquelle il avoue s'être drogué pendant sa carrière. En 97, le champion chute au 140e rang mondial. Défaite, déprime, il devient accro aux méthamphétamines. Pas un produit dopant au sens classique du terme, mais une drogue festive, interdite en compétition. J'ai décidé d'être honnête avec moi-même en relatant mes rébellions mal placées, mes crises de colère regrettables, mes frustrations, mes distractions et mes mauvaises décisions qui, en certaines circonstances, se sont terminées en catastrophe. Contrôlé positif, l'Américain au coup droit dévastateur risquait 3 mois de suspension à l'époque. Il ne sera jamais sanctionné. Sauvé par un mensonge et par l'étonnante crédulité des instances du tennis. J'ai écrit à l'ATP une lettre pleine de mensonges, disant avoir accidentellement ingéré cette drogue. J'ai eu honte et je me suis juré que ce mensonge marquerait la fin de tout ça. Affaire classée. 1 an et demi plus tard, le Kid de Las Vegas remporte Roland-Garros et redevient numéro 1 mondial. Rien de tel qu'un peu de drogue entre les pages pour promouvoir un livre. Mais cette confession jette le trouble sur l'utilité de la lutte antidopage à l'époque. Les champions étaient-ils couverts par les dirigeants du tennis? On peut aujourd'hui se poser la question. L'été indien se poursuivra demain sur sa lancée de la semaine. Il a fait encore très beau et surtout très doux aujourd'hui en France. Regardez ces images tournées cet après-midi à la Grande Motte. Il fera jusqu'à 27 degrés demain dans le sud de la France. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. 2 des familles des 10 soldats morts en Afghanistan en août 2008 devraient porter plainte lundi devant le tribunal des armées. Plainte pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Elles veulent savoir si des fautes ont été commises par des gradés au moment de l'embuscade d'Ouzbin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Tania Young. 20h35, les carnets de voyage d'envoyé spécial. Excellente soirée à tous sur France 2. Merci de votre attention. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.